découragement et face à certains comportements qui sont très consommateurs de temps et surtout d'énergie. Les situations qui empoisonnent la vie, comme vous dites, sont nombreuses dans le monde du travail et sont souvent génératrices de stress, de conflits, de mal-être, voire de souffrance à l'extrême. Madame Birouk, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéo. Avec plaisir. Alors, première question, comment rester positif face à un entourage qui empoisonne la vie professionnelle? Les situations qui empoisonnent la vie, comme vous dites, sont nombreuses dans le monde du travail et sont souvent génératrices de stress, de conflits, de mal-être, voire de souffrance à l'extrême. Il y a plusieurs façons de réagir. La meilleure dépendra d'abord de la façon dont on va prendre cette situation. Avant de répondre, d'aller plus en avant, je pense qu'il faut commencer par définir d'abord ce que c'est que la positivité, ce que c'est que être positif, d'une part, et puis définir aussi qu'est-ce qu'un environnement qui empoisonne la vie, que j'appellerais toxique. Être positif, c'est quoi? Tout simplement, c'est de voir le bon côté des choses et apprendre à le faire parce que ce n'est pas un réflexe naturel chez nous. On commence toujours par voir bien sûr généralement ce qui ne va pas. C'est de toujours chercher à trouver quelque chose de bien dans toute situation. C'est aussi de voir le côté plein d'un verre, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Alors, quelles que soient les difficultés rencontrées, les choix sont assez limités. Alors, soit je prends une situation, je subis une situation et j'en souffre et je fais souffrir les autres, ou bien je l'accepte et j'en tire le meilleur parti en fonction de mes ressources, des circonstances et de mes capacités aussi à avancer et mon désir de faire mieux. Les situations toxiques peuvent être générées par les pairs, les collaborateurs, les pairs, les collègues, dans un département, dans un service. Et je pense que chacun de nous a dû connaître une situation où on a affaire à différentes situations, soit de compétitivité. Alors on a les compétiteurs, on a des problèmes de jalousie, on a des problèmes on a affaire à des personnes qui sont moi je sais tout, moi je sais tout faire, moi je fais tout. Il y a ceux qui sont opposants systématiques à tout, il y en a qui trouvent que tout est nul, ceux qui ne voient que le côté négatif des choses, parce que ça c'est vraiment ça empoisonne la vie. Il y a ceux qui trouvent que c'était toujours mieux dans le passé. Il y en a toujours, ils sont, n'est-ce pas, puis à chaque fois qu'il y a un changement, évidemment, ils le refusent. Il y a j'ai toujours raison, il y a les égos surdimensionnés. Il y a ceux qui sont aussi un peu lèche-bottes et qui sont prêts à tout pour être dans les petits papiers du patron, etc., etc. Je pense que chacun de nous a vécu l'une ou plusieurs de ces situations à un moment donné de sa vie professionnelle. Dans le cadre des rapports manager-collaborateur, j'ai envie de citer la définition du management toxique qui est tirée du livre d'un livre de même nom qui s'appelle Le management toxique de Patrick Collignon et Chantal van der Vorst, qui sont experts de l'Institute of Neurocognitivism. Et dans ce livre, ils disent qu'un management devient toxique lorsqu'il place une personne dans l'incapacité de réaliser ses tâches et ses missions, ou qu'il la soumet à une pression émotionnelle qui ne leur est pas directement liée. On dit qu'en fait, après une situation vécue, la personne se sent moins. Alors moins, entre guillemets. Je suis moins ci, moins ça. Ces auteurs citent 5 formes de management toxique et je trouve intéressant de partager. Il y a d'abord la façon mission impossible. La mission impossible, c'est un décalage entre ce que l'on attend de vous
et les moyens que l'on met à votre disposition pour faire. Donc, pour atteindre ces objectifs. Vous êtes là, donc du coup, vous essuyez les plâtres et vous subissez des fois des conséquences de décisions qui ne vous appartiennent pas. Il y a la façon antipathie. C'est-à-dire quand il y a quelque chose en vous qui ne passe pas avec le manager, il y a quelque chose qui réveille des intolérances chez lui et vous l'énervez sans savoir pourquoi. Et il n'y a rien de professionnel ni de personnel, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a la façon 4-4. Alors votre manager est très efficace. Il réussit tout ce qu'il fait. Il le fait vraiment comme une locomotive, très vite. Il a un seul défaut, c'est qu'il pense que vous êtes pareil. Vous devez être pareil que lui et fonctionner de la même manière que lui. Et donc ceux qui ne suivent pas son rythme, bien sûr, il les voit très mal, il les perçoit très mal et il n'hésite pas à les laisser sur le bas-côté. Il reste deux autres, il y a la façon hyper, le manager hyper, alors il peut être un hyper sympa, hyper sociable, hyper méticuleux, hyper compétitif. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont hyper dans un domaine, mais ce sont des personnes aussi qui sont hyper ambigus. Ils sont hyper ambigus, ils sont hyper instables. Et avec ces personnes-là, elles sont très susceptibles sur certains points. Et souvent, ces personnes-là peuvent vous placer sur un piédestal. Et après, ils peuvent aussi vous en faire descendre très vite et sans que vous compreniez pourquoi. Il y a la façon despote. Votre manager règne sans partage sur son fief. Il est ou sur le service, tout le monde a peur de lui, il intimide, il influence, il terrorise, il s'appuie sur quelques lieutenants, quelques managers qui vont devenir aussi despotes que lui. Et évidemment, il divise pour régner et l'ambiance évidemment du service devient détestable, anxiogène, irrationnelle. Et avec la peur, il installe aussi le sentiment de culpabilité chez les personnes. Et donc, on est stressé à l'idée de devenir sa cible. On n'est pas forcément sa cible directe, mais tout le monde a peur de devenir sa cible directe. Deuxième question, comment éviter de se faire influencer par des personnes négatives? Par rapport à ça, je dirais il faut commencer par être d'abord au clair avec soi-même. Il faut se connaître. Il faut prendre conscience de son propre fonctionnement, de son profil de personnalité, de ses valeurs, de ses intolérances, de son positionnement, on va dire préféré. Voilà, il y a des personnes qui sont dans la domination, d'autres dans la soumission. Être conscient aussi de la manière, du rôle qu'on a envie de jouer dans une équipe. On peut être leader, facilitateur, coordinateur, etc. Donc, être au clair avec soi-même. Ensuite, comprendre que l'autre ne fonctionne pas forcément comme moi, comme soi. C'est l'accepter avec ce qui nous convient ou pas. Il faut aussi évaluer ses forces, c'est, comme je l'ai dit, prendre conscience de ses propres ressources pour ne pas céder au découragement et face à certains comportements qui sont très consommateurs de temps et surtout d'énergie. Il faut se faire confiance et exercer son leadership. Ensuite, prendre du recul par rapport aux situations, à évaluer la nature et l'origine des problèmes. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'important. C'est quand il y a un problème qui est créé ou qui se pose, il faut juste se poser la question, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est son problème? Ou est-ce que c'est notre problème? Et quand ce n'est pas mon problème, que je sens que le problème vient de l'autre, eh bien alors c'est à l'autre de le gérer. Et moi, je ne vais pas me sentir impliquée personnellement et touchée par ce problème-là. Il faut se faire confiance, je l'ai dit. Ensuite, il faut prendre soin de soi. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'après une journée où il y a des insatisfactions, il y a aussi des ondes négatives, il faut apprendre aussi à
à trouver des moyens d'évacuer ces ondes négatives, ne serait-ce que par une activité physique, faire du sport, aller faire une marche, même voilà, faire de la méditation, s'accrocher à ce qui nous fait plaisir aussi, ça c'est important. Tout ça va nous oxygéner, va nous rendre aussi plus créatifs et plus sereins. Quelles sont donc les bonnes pratiques à adopter? Il faut s'exprimer, ça c'est important, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc autant le sortir par des mots, au lieu que ça s'imprime dans le corps, c'est important. Il faut mettre en place une démarche, une véritable démarche pour sortir de cet environnement toxique et de cet empoisonnement, on va dire. C'est-à-dire se fixer des objectifs clairs, rendre les objectifs SMART, alors avec les différents types de management qu'on a cités tout à l'heure, faire des plans d'action précis, avec des évaluations, avec possibilité de réajustement, renouer le contact avec le manager, quel que soit son problème ou le problème avec lui, ne pas hésiter à discuter avec lui, ne pas hésiter à s'exprimer, retrouver la confiance mutuelle, métacommuniquer des fois. Métacommuniquer, c'est de communiquer sur notre façon de fonctionner. Et là, c'est vraiment métacommuniquer en temps réel, pendant l'échange. Faire une pause et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe là entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vois que tel comportement vous met en colère. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Voilà, il faut engager ce genre de dialogue. Envisager bien sûr la voie d'un accompagnement par du développement personnel, se faire accompagner par un coach ou par un psychologue ou autre. Et mon conseil, c'est vraiment de se connecter à ces sources de plaisir. Qu'est-ce qui nous ressource? Identifier ce qui nous ressource le plus. Alors, voilà, que ce soit la famille, les amis, le sport, les voyages, la nourriture, la musique. Et ça, c'est vraiment ce qui va vraiment représenter notre motivation intrinsèque et inconditionnelle. Je finirai par une phrase de Bouddha, il dit « Nous sommes ce que nous pensons ». Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.